Je n'ai jamais été très attachée aux anniversaires. En grandissant, ils étaient plus un rappel de calendrier qu'une véritable célébration, juste un jour de plus où la maison vibrait au rythme des priorités des autres. Mais fêter mes 30 ans avait une saveur différente. Pas parce que j'attendais un gâteau ou des cadeaux, mais parce que j'avais besoin de savoir si quelqu'un s'en souvenait, ne serait-ce qu'une fois. Alors j'ai organisé quelque chose de simple, un petit coin tranquille dans un bar local à South Austin. Rien de sophistiqué, juste une guirlande de lumière jaune et chaleureuse. J'avais apporté un gâteau Red Velvet que j'avais commandé dans une boulangerie que j'aimais bien, ainsi que quelques photos d'enfance imprimées sur du papier brillant et scotchées au mur de briques derrière la banquette. Je me suis dit que s'il voyait la photo de moi à 4 en tenant ma petite sœur Courtney dans les bras, ou celle du road trip d'été où maman Eileen avait écrit au dos « Notre fille courageuse », peut-être qu'il se souviendrait. J'ai envoyé une invitation à chacun d'eux, Eileen, ma mère, Denny, mon beau-père depuis 22 ans, Courtney, ma demi-sœur, de 5 ans ma cadette, toujours la préférée dans chaque pièce, et Zach, mon demi-frère, le petit dernier que tout le monde appelait encore « Petit homme », même dans la vingtaine. J'avais formulé le message avec douceur, pas une exigence, juste un « J'aimerais vous voir si vous êtes disponible ». Je suis arrivée en avance et me suis assise à la table la plus proche du bar, là où la lumière était tamisée et douce. Le barman, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants, m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai souri et dit oui, même si, au fond, je n'en étais pas certaine. À 19h15, toujours aucun appel, aucun message. Je regardais la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait, prête à sourire, au cas où, mais les visages ne correspondaient jamais. À 20h, le gâteau était toujours intact, les cartes de remerciement posées à côté, encore scellées. J'ai bu une gorgée d'eau, puis une autre. Le barman est repassé et m'a glissé un petit verre de vin de prune, offert par la maison. Ils sont peut-être en retard, a-t-il dit avec douceur. J'ai hoché la tête. Mais à 21h, j'ai su. J'ai découpé une seule part de gâteau et posté une photo sur les réseaux sociaux avec une légende vague. Il y a quelque chose dans la douceur des nuits qui goûte meilleur avec du gâteau. J'ai souri pour la photo. Puis j'ai mangé en silence, lentement, pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne voulais pas que le gâteau ait l'air d'avoir été oublié. À 22h, j'ai rassemblé mes affaires discrètement, bien remercié le barman, puis je suis sortie au son de mes talons résonnant sur le béton. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, pas de musique, juste le bourdonnement des lampadaires et mes propres pensées. Chez moi, j'ai enlevé mes chaussures et suis restée debout, pieds nus dans la cuisine, sans bouger, sans penser, simplement à respirer. Je n'étais pas triste parce qu'il n'était pas venu. J'étais triste parce qu'une part de moi croyait encore qu'il viendrait. Une semaine passa. Je ne parlais pas de mon anniversaire, ni dans le groupe familial, ni dans des messages privés. J'attendais bêtement un appel en retard, peut-être même une carte arrivée tard par la poste avec l'écriture d'Eileen sur l'enveloppe, une cursive vive et arrondie, qui sentait toujours légèrement la crème pour les mains à la lavande. À la place, je reçus un message groupé. De la part d'Eileen, dans le même fil de discussion où nous organisions autrefois les repas de Noël et les barbecues du 4 juillet. Coucou la famille. Les 60 ans de Denny approchent. On prévoit un week-end au Pacific Shore Resort, formule tout compris, bord de mer, dîner privé. 1500 $ par personne. Merci de me faire un virement Venmo avant vendredi pour que je puisse bloquer les réservations. Je vous aime. De cœur. Aucune mention de mon anniversaire. Pas de « désolé d'avoir oublié », même pas un « comment tu vas ?» Juste une facture déguisée en émoji et en fausse affection. Courtney a répondu en quelques minutes. Je viens de l'envoyer. Trop hâte, ça va être génial. Article de fête. Puis Zach. C'est fait. Dis-moi si tu veux que je prenne une bouteille pour papa. J'ai relu le fil de discussion, mon pouce figé contre l'écran comme s'il allait en faire tomber une explication. Rien. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais froide, figée. Le genre de silence qui n'a pas besoin de crier. J'ai ouvert mon application de paiement et tapé le nom d'Eileen. J'ai envoyé $1. La case du message clignotait, attendant. J'ai écrit « Joyeux anniversaire », rien de plus. Puis j'ai fermé l'application, verrouillé la porte, et éteint les lumières de mon appartement comme si je partais pour un long voyage. Je ne partais pas. J'en avais juste fini. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes partagés que j'avais un jour eu avec eux. Le fonds d'urgence que j'avais ouvert pour les prescriptions d'Eileen. La carte commune utilisée pour les frais de scolarité de Courtney.
Le profil bancaire que Zach utilisait quand ses prêts étudiants étaient épuisés. Je n'avais pas touché à ses comptes depuis des mois, mais aussi. Je le savais. Ensuite, j'ai fait défiler ma liste de contacts, un par un. Aileen, Denny, Courtney, Zach. Bloqué. 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 Aucune explication, aucun grand texte d'adieu dramatique, juste le silence. Plus tard ce soir-là, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai rouvert un brouillon de messages que j'avais commencé des mois auparavant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour devenir invisible à vos yeux, mais ça fait mal. Je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent. Je n'avais même plus besoin qu'ils se souviennent de moi. J'avais juste besoin de me souvenir de moi-même, sans eux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone une seule fois. Tout a commencé par une notification. Tentative de connexion suspecte détectée sur votre compte. Je suis restée figée devant l'écran, la lumière bleue baignant l'appartement. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine se serrait comme si une corde invisible m'étranglait. J'ai ouvert l'application bancaire. Ils avaient essayé d'accéder au compte commun, celui que je n'avais pas touché depuis des mois, celui que j'avais utilisé autrefois pour régler les frais de scolarité de Zach, le fleuriste du mariage de Courtney, les réparations du camion de Denny et la rénovation de la salle de bain qu'Aileen disait bénéfique pour le dos de Denny. J'ai appelé la banque sans hésiter. Geler le compte, ai-je dit. Transférer tout le solde vers mon compte personnel et modifier tous les moyens de vérification liés à mon nom. La voix au bout du fil n'a posé aucune question. Ils ne le font jamais quand le ton est aussi calme. Ce soir-là, les appels ont commencé. Numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les messages, brefs, tranchants, pleins de colère déguisée en inquiétude. Pourquoi tu as changé les serrures? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu nous mets dehors? On est ta famille. Réponds au téléphone. J'ai éteint le téléphone. Vendredi soir, je pensais que le vacarme finirait par s'éteindre. Mais j'avais sous-estimé Aileen. Le silence, pour elle, n'était pas une défaite, c'était un défi. Et elle ne reculait jamais devant un défi. Le coup est arrivé juste après 21 heures, rapide, fort, implacable. J'ai regardé dans le Judas, puis le flux de la caméra de sécurité. 2 policiers, l'un grand et massif, l'autre plus jeune avec une tablette à la main. J'ai ouvert la porte, mais pas en grand. Gloria Whitman, demanda le plus âgé. J'ai hoché la tête. On a reçu un signalement disant que vous êtes injoignable et potentiellement en danger. Votre famille a déclaré une disparition inquiétante, affirmant que vous agissiez de façon instable, possiblement dangereuse pour vous-même. J'ai cligné des yeux. Instable. Je les ai laissés entrer juste assez pour voir mon salon. Propre, calme. Le léger bourdonnement d'un diffuseur continuait à disperser de la lavande dans l'air. Mon ordinateur portable professionnel était ouvert sur la table, l'historique de mes appels toujours actif. J'ai travaillé toute la semaine, ai-je dit. Vous pouvez appeler mon supérieur. 10 personnes dans mon équipe peuvent confirmer que j'ai été en réunion toute la journée. Je ne suis pas porté disparu. Je ne suis pas instable. J'en ai juste fini. Le plus jeune des policiers a scanné la pièce, puis a croisé mon regard. Votre famille dit qu'elle est inquiète, dit-il, d'un ton mesuré. J'ai souri, sec, pas cruel. Ils ne sont pas inquiets. Ils perdent le contrôle. Le plus âgé a rangé son carnet. On n'intervient pas dans les affaires familiales. Mais si les contacts continuent et que vous vous sentez harcelé, vous pouvez déposer une plainte. J'ai hoché la tête. Une fois. Quand ils sont partis, je ne me suis pas assise tout de suite. Je suis restée debout dans l'encadrement de la porte, la main sur la poignée. Mon appartement était toujours chaleureux, toujours à moi. Je n'aurais jamais imaginé le jour où ma propre famille utiliserait le mot inquiétude comme une arme, non pas pour me retrouver, mais pour me ramener. Le samedi arriva dans le silence. J'étais dans la cuisine à attendre que la bouilloire chauffe quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un simple toquement, c'était des poings, sans remords, furieux. J'ai marché lentement vers la porte et vérifié la caméra. Aileen, Denny, Courtney, tac, les 4 sur mon perron, comme un portrait tordu de l'unité familiale. La bouche d'Aileen était une ligne blanche et tendue. Denny se tenait droit, les bras croisés. Courtney tapotait furieusement sur son téléphone, sans doute en train d'enregistrer. Zach avait l'air de vouloir être ailleurs, mais il était là. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai activé l'interphone. Qu'est-ce que vous faites ici?
La voix d'Aileen claqua comme un fouet. Ouvre la porte, Gloria. Maintenant. On doit parler. Ça suffit, répondis-je d'un ton calme. Parler de quoi? Du fait que vous avez tenté d'accéder à mon compte? Ou du fait que j'ai été exclue des plans pour l'anniversaire de Denny, mais que j'ai quand même reçu une facture? Denny s'avança, sa voix grave et préparée. Tu te comportes comme une enfant. On est inquiet. Et c'est comme ça que tu réagis? Je laissai échapper un petit rire sec. Inquiet? Vous avez appelé la police pour me signaler disparu. C'est ça, votre idée de l'inquiétude? Courtney frappa la porte encore plus fort. Tu te prends pour qui? Tu ignores nos appels, tu bloques les comptes, tu bloques ta propre mère? Tu recommences à faire ta drama queen. J'ouvris la porte. Je ne les laissai pas entrer. Je restai dans l'embrasure, l'épaule appuyée contre le bois, le corps immobile, le regard fixe. Qu'est-ce que vous voulez? Demandai-je. Je ne pris pas la peine d'adoucir ma voix. Aileen croisa mon regard, j'avais hérité de ses yeux. Ils étaient rouges, mais pas de tristesse. De rage. On est une famille, et tu me traites comme une étrangère. Peut-être, dis-je calmement, que tu ne m'as jamais vraiment connue. Le ton de Denny se fit plus dur. Tu es ingrate. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a tout donné. Je fis un pas en avant, la voix basse. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai payé ma voiture, mes études. J'ai obtenu mon diplôme sans emprunt parce que j'ai cumulé 2 boulots. J'ai payé le mariage de Courtney, le diplôme de Zach, et votre deuxième hypothèque. Qu'est-ce que vous m'avez donné, à part des obligations et du silence? Aileen explosa. Et les nuits où je restais éveillée à m'inquiéter pour toi? Les cartes de crédit que je maxais à chaque Noël pour que la maison ait l'air chaleureuse? Et maintenant, tu balances tout ça à la poubelle pour un anniversaire? Pas pour un anniversaire, rétorquai-je plus sèchement. Pour une décennie de résistance. Chaque fois que j'avais un peu d'avance, vous aviez une nouvelle urgence. Chaque fois que je disais que j'étais fatiguée, vous répondiez, on l'est tous. Chaque fois que je demandais un peu d'espace, vous appeliez ça de l'abandon. Courtney ricana. Tu joues toujours la martyre. T'as de l'argent maintenant, et tu nous traites comme des parasites. Je hochai lentement la tête. Je ne suis pas la seule à avoir galéré. Mais je suis la seule qu'on a exploitée tout en appelant ça de l'amour. Denny tenta une dernière fois, son ton baissant comme une tentative de paix. On veut juste que tout redevienne comme avant. Les familles se disputent. C'est juste un malentendu. Je secouai la tête. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma. Une économie unilatérale de l'amour. Et je suis en faillite. Aileen fit un pas en avant. Très bien. Pars. Mais ne reviens pas pleurer quand tu seras seule et sans issue. Je ne sciais pas. S'il faut choisir entre être seule ou être utilisée, je choisis la solitude. Elle ouvrit la bouche de nouveau, mais Denny la retint. Courtney me lança un regard comme si je venais de brûler toute notre enfance. Peut-être que je l'avais fait. Je refermai la porte doucement, complètement, pour de bon. 2 jours après avoir claqué la porte, je reçus un email, pas de la banque. Consentement du co-emprunteur requis pour le refinancement de l'hypothèque sur la propriété située au 1175 Shoreline Drive. Je restai figé devant l'écran, puis relus. 1175 Shoreline, leur maison, celle qu'Aileen et Denny m'avaient supplié de co-signer il y a 6 ans, quand un autre prêt avait échoué. Je me souvenais encore de l'appel tard dans la nuit, Aileen en larmes, Denny marmonnant en arrière-plan qu'il était trop vieux pour recommencer à zéro. À l'époque, je m'étais dit, tu es en position de les aider. C'est la famille. Mais maintenant, ils essayaient de refinancer sans même m'en parler. Je ne me sentais pas choquée, juste vidée. J'ai appelé mon avocate, Hélène Foster, la même qui m'avait aidé à sortir d'un chaos financier quand j'avais brièvement travaillé dans l'immobilier. Ils essaient de refinancer sans mon consentement, lui ai-je dit. Je veux bloquer ça. Sa voix était calme mais ferme. Envoie-moi l'accord initial, le titre de propriété et tous les emails. Je vais geler immédiatement tous les droits transactionnels liés à ton nom. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai ouvert un nouveau brouillon dans ma boîte mail et tapé. Objet, demande d'audit financier personnel, dépenses de soutien familial, 7 dernières années. Je l'ai envoyé à mon comptable avec une liste que je tenais dans mon application Notes depuis des années, des entrées discrètes, notées plus par instinct de survie que par rancune.
Acompte pour Shoreline, 78 000 $. Prêt pour le pick-up Ford de Denny, 21 000 $. Mariage de destination de Courtney, 36 000 $. Frais de scolarité de Zach, 4 ans, 44 000 $. Facture médicale d'Aileen, 2020 à 2022, 51 000 $. Prêt divers jamais remboursé, 18 500 $. Total, 248 500 $. J'avais demandé des preuves détaillées, reçues, virements bancaires, tout ce qui pouvait parler plus fort que les souvenirs. 3 jours plus tard, l'audit était terminé. Il se présentait sous la forme d'un tableau clair, avec des onglets en couleur et des PDF attachés pour chaque poste. Je l'ai ouvert lentement, comme on retire un pansement sur une plaie qu'on n'est pas prêt à regarder. J'ai fixé le chiffre de nouveau, non pas parce que je voulais récupérer cet argent, mais parce que j'avais besoin de le voir pour ce qu'il était, pas de la générosité, pas de l'amour, juste le prix à payer pour appartenir à une famille où une seule personne réglait toujours l'addition. J'ai rouvert le groupe de discussion familiale, inactif depuis longtemps, et j'y ai déposé le fichier. Pas de bonjour, pas de contexte, juste 5 mots. Je veux tout récupérer. Le fil a explosé dans l'heure qui a suivi. Aileen, tu as perdu la tête? Qui fait ça à sa propre famille? Courtney, t'es sérieuse? Tu comptes chaque centime comme si on était des étrangers. Zach, je fais des doubles shifts pour survivre, et toi tu veux de l'argent de sang? Denny, enfin, tu détruis cette famille. Ta mère n'a pas dormi depuis des jours. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai renvoyé un mail à Hélène. S'ils ne peuvent pas racheter ma part de la maison, je veux me retirer. Forcer une vente. 10 minutes plus tard, elle m'a appelé. Tu es sûr? Oui. Il risque de se retourner complètement contre toi. C'est déjà fait. Le lundi matin, le cabinet d'Hélène a envoyé la notification officielle à Aileen Whitman et Denny Harper. Objet, retrait d'intérêt en capital dans la propriété détenue conjointement au 1175 Shoreline Drive. C'était bref, direct. S'ils ne pouvaient pas racheter ma part, nous engagerions une vente forcée. Leur réaction est arrivée plus vite que je ne l'aurais imaginé. D'abord un message de Courtney. Tu vas vraiment renvoyer maman dans ce vieil appartement miteux d'avant? T'es pas juste froide, Gloria. T'es cruelle. Je n'ai pas répondu. Ils m'ont traité d'égoïste, moi, la fille qui avait envoyé de l'argent tous les mois sans qu'on le lui demande, qui avait payé tout, des manuels de Zach aux implants dentaires de Denny. Et maintenant, parce que je voulais retirer mon nom d'une maison où je n'avais jamais vécu, j'étais devenue la méchante. Ce soir-là, le seul message qui m'a fait hésiter est venu d'Aileen. Gloria, si tu fais ça, on perd tout. La maison sera vendue. Je n'ai nulle part où aller. Tu es vraiment sans cœur? J'ai posé le téléphone doucement. Je n'étais pas sans cœur. J'étais lucide. Pour la première fois depuis des années, je savais que si je n'allais pas au bout, je retomberais dans mon ancien rôle, celle qui pourvoit, celle qui apaise, celle qu'on sacrifie. Puis le silence est venu. Une semaine entière sans aucun mot de leur part, même pas Courtney, qui ne laissait jamais passer un moment de drame sans le publier. Mais ce silence-là ne ressemblait pas à une reddition. Il ressemblait à une tactique. Le lundi suivant, Hélène m'a envoyé une mise à jour. Ils ont accepté de vendre. La maison est listée en vente rapide, a-t-elle dit. Mais ne te détends pas trop. Ils commencent déjà à retarder le paiement de ta part. J'ai répondu avec 2 mots. Reste vigilante. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Virginia, la sœur aînée d'Aileen, la seule parente qui me parlait encore avec une certaine douceur. Ta mère m'a appelé, dit-elle lentement. Elle pleure tous les soirs. Elle dit que tu mets toute la famille à la rue. Je ne me suis pas défendue. Je n'en voulais pas à Virginia, mais j'étais fatiguée. Les gens croient toujours la version de l'histoire qui les arrange. Je lui ai répondu. Je ne demande pas de vengeance. Je demande un remboursement. La maison a été mise sur le marché 2 semaines plus tard, une 3 chambres avec une terrasse à l'arrière où on avait autrefois grillé des burgers le 4 juillet. J'ai vu les photos de l'annonce. Je n'ai rien ressenti. Puis les voitures sont parties, d'abord l'Exploré de Denny, puis la berline d'Aileen, vendue sur Facebook Marketplace sous prétexte de réduction de train de vie. Puis les bijoux, les boucles d'oreilles saphir que j'avais offertes à Aileen quand j'avais été promue, celles qu'elle portait chaque Noël. Un courtier a envoyé des photos à Hélène comme preuve de paiement en cours. Je ne les reconnaissais presque plus. Les paiements ont commencé à arriver au compte-gouttes. D'abord 10 000 $.
Une semaine plus tard, encore $5000. Je n'ai pas accusé réception. Hélène a envoyé une lettre formelle. Payez le solde ou faites face à une action en justice complète. Le lendemain matin, les derniers $7200 sont arrivés. Total, $22,200. Exactement ce que j'avais demandé, pas $1 de plus. J'ai fixé la notification bancaire, juste du texte sur un écran. Mais d'une certaine manière, c'était comme si 10 ans de dons avaient été réduits à une seule ligne comptable. Virement reçu. Pas d'excuses. Pas d'explication. Pas de famille. Juste de l'argent, enfin, qui allait dans le bon sens. C'était un vendredi soir, 4 mois plus tard, lorsqu'un collègue m'a demandé si je voulais les rejoindre pour une partie de bowling après le travail. J'ai failli dire non, les endroits bruyants ne m'ont jamais semblé familiers. Mais quelque chose en moi, de la curiosité ou peut-être juste de l'agitation, m'a fait dire oui. Nous avons pris une piste vers le fond. Des néons clignotaient au-dessus de nos têtes, baignant tout dans des nuances douces de vert et de bleu. Des rires résonnaient sur le sol poli. J'ai lancé quelques boules, rien d'impressionnant, mais assez correct pour ne pas attirer l'attention. Puis, en me tournant pour attraper une autre boule, je l'ai vue 2 pistes plus loin, peinant à soulever une boule vert foncé. Épaules amincies, cheveux plus gris, démarche ralentie. Déni. Il ne m'a pas vu tout de suite, mais lorsqu'il s'est penché pour ramasser une quille tombée, ses yeux ont balayé la salle et se sont arrêtés. Nous nous sommes figés tous les deux. L'instinct m'a soufflé de partir, de disparaître dans le bruit, mais je suis restée. Il a marché lentement vers moi. Ses chaussures de bowling grinçaient sur le sol ciré. Lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, il n'a pas parlé tout de suite, il m'a juste regardé comme s'il attendait la permission d'exister. Gloria, a-t-il fini par dire, doucement, comme si un souffle de travers pouvait briser ce moment fragile. Je n'ai pas répondu. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-il dit en désignant la piste vide à côté de moi. Ça te dérange si je lance quelques boules? Je n'ai pas hoché la tête, mais j'ai fait signe à l'employé de réinitialiser la piste. Nous avons joué en silence pendant quelques minutes. Son premier lancer est allé droit dans la gouttière. Il a laissé échapper un petit rire amer. Je crois que j'ai perdu la dernière chose dans laquelle j'étais meilleur que toi. Je n'ai rien dit. Il s'est assis à côté de moi, pas trop près. Sa voix est tombée d'un ton. Je pensais être fort. Être l'homme de la maison, ça voulait dire quelque chose pour moi. Mais la vérité, c'est que quand tu as commencé à gagner plus, à grandir au-delà de ce que je pouvais apporter, je me suis senti petit. Je ne savais pas comment gérer ça. Je l'ai regardé, sans colère, juste avec lucidité. J'ai utilisé le mot « beau-père » comme un bouclier, a-t-il poursuivi. Pour te faire croire que tu me devais quelque chose. Mais la vérité, c'est que tu ne me devais rien. Tu ne m'as jamais rien dû. J'ai reposé mes coudes sur mes genoux, le regard fixe. Tu n'as pas juste pris de l'argent, Déni. Tu as pris la confiance. Tu les as tous entraînés dans un cycle de besoins que personne n'osait appeler par son nom. Il a lentement hoché la tête. Aucune excuse ne pourra réparer ça. Je veux juste que tu saches que je le regrette profondément. Et je suis désolée de ne t'avoir jamais dit que j'étais fière de toi. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru, mais je ne me suis pas attendrie. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Je ne cherche pas à réparer quoi que ce soit. Je veux juste vivre sans qu'on attende de moi que je donne sans cesse. Il a tendu la main. Elle tremblait légèrement. Je l'ai prise. La sienne était froide. La mienne n'était pas chaude. Mais pour la première fois, cela semblait équilibré. Je me suis levée et j'ai remis ma veste en ordre. Je m'en vais. Bonne partie. Il a hoché la tête. Il ne m'a pas demandé de rester. L'air de la nuit m'a enveloppée quand je suis sortie du bowling. Il sentait légèrement le bitume et le froid, avec une pointe de magnolia venue de je ne sais où. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je suis restée assise un instant, sans me presser, juste à respirer. Aucun appel manqué, aucun message chargé de culpabilité, personne pour demander de l'argent ou un sauvetage. Juste le silence. À la maison, j'ai préparé du thé et je me suis installée près de la fenêtre, les jambes repliées sous moi. Je n'ai pas pensé aux anniversaires, ni aux virements bancaires, ni aux mots « fille » tels qu'ils l'utilisaient. J'ai juste écouté le silence d'une vie qui ne m'était plus empruntée, plus troquée. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas punie. Je me sentais mienne. Le lendemain matin, j'ai réservé un voyage. Pas pour disparaître.
Juste pour recommencer. Pas comme un portefeuille. Pas comme une solution de secours. Juste comme Gloria.